Bonjour à tous. Donc moi, je vais essayer de vous raconter une histoire qui est en même temps une aventure humaine et une expérience, on va dire, scientifique. Comment on peut partir d'un aspect militant pour arriver à des résultats qui peuvent servir la communauté ornithologique. Ça commence en 79. Alors j'ai mis année héroïque parce que, désolé pour le lapsus, parce que cette année-là, deux ornithologues des Pyrénées, donc Joël Tanguy-Legac et Michel Lecomte, ont l'idée complètement farfelue dans un fief de la chasse à la palombe d'aller louer les droits de chasse pour y contester les abus de la chasse dans un premier temps, la chasse à la palombe et ce qui va avec, donc une chasse intensive et liée à la destruction d'espèces protégées, et aussi commencer à étudier la migration des oiseaux dans les Pyrénées, qui était relativement peu connue à l'époque. Ça va pas manquer de provoquer des réactions que vous pouvez voir ici au travers des différents articles de presse où on parle de DCA contre les objecteurs. Voilà, un petit peu le début de l'histoire. Ils seront très très vite, ces ornithologues seront rejoints par d'autres, dont Jean-François et Michel Terrasse, auxquels je veux rendre hommage aujourd'hui. En 82, l'organisme qui est en charge des adjudications des cols de chasse décide de donner le col d'Orgambideshka en gestion à la Fédération départementale des chasseurs pour qu'ils y organisent la chasse à la palombe et pour que les ornithologues présents sur le site ne puissent plus pratiquer leur activité et ne puissent plus contester donc ce système de location de cols de chasse. S'en suivra des heurts, des oppositions, et pour quand finalement Michel Crépeau, ministre de l'écologie de l'époque, ça s'appelait pas comme ça, décide de rendre le col d'Orgambideshka aux ornithologues. Plus tard, en 86, ce sera le début du suivi scientifique à la Pointe de Grave. Je change un petit peu de zone d'Aquitaine. C'est la suite d'une contestation qui avait été initiée dès 79 contre le tir illégal de la tourterelle des bois, qui, suite à la directive de 79 sur la conservation des oiseaux sauvages, était de fait interdite, mais était encore largement pratiquée avec le soutien, ou pas le soutien peut-être, mais au moins la bienveillance de l'État. Là aussi, ce sera un lieu de haute lutte où il y aura beaucoup d'agressions physiques et avec un suivi scientifique qui ne sera pas toujours très aisé à maintenir. Alors, quelques autres dates clés dans cette évolution. En 92, c'est la publication du protocole qui va caler définitivement la façon dont on observera les oiseaux à Orgambideshka. Non pas que le protocole ait changé depuis 79, mais c'était la première version vraiment écrite. Cela nous permettra en 95 de faire la première alerte sur l'évolution des populations de Milan Royal, dont on subodorait au vu des comptages que les populations étaient en forte baisse. 2005, c'est la fin du braconnage de la tourterelle des bois dans le Médoc. Les choses évoluent dans le bon sens. En 2007, la création de l'Observatoire régional de la migration des oiseaux, qui aura pour vocation de rassembler les sites d'études de la migration en Aquitaine pour pouvoir mieux exploiter les données et mieux travailler à la formation des bénévoles. En 2008, il y a un changement radical aussi, c'est que la LPO loue le col d'Orgambideshka, puisque l'association Orgambideshka-Colline ne souhaitait plus le faire. 2010, c'est la première publication scientifique utilisant les données de suivi, qui s'intéresse notamment à l'évolution des dates de migration et à l'évolution des populations de rapaces comptées à Orgambideshka. En 2011, enfin, le col d'Orgambideshka n'est plus proposé aux adjudications et acquiert un statut définitif de non-chasse.
Et en 2020, c'est la publication des premiers indicateurs pour l'Office français de la biodiversité, qui est un petit peu, au niveau de l'étude scientifique, un aboutissement des comptages initiés en 79. Alors, le protocole qui est utilisé sur le site de la Pointe de Grave et du col d'Orgambideshka et d'autres sites en France, c'est le comptage visuel direct. Quelques mots rapidement. C'est un processus d'échantillonnage, donc non exhaustif, qui n'a pas volonté à compter tous les oiseaux d'une population, mais avec quand même parfois des représentativités qui sont importantes. Par exemple, à Batumi, en Géorgie, pour la Bondrea pivore, quand ils ont commencé à faire les comptages, il y a eu une véritable découverte, c'est que la population qui était comptée montrait que les estimations obtenues pour la population mondiale par d'autres techniques sous-estimaient vraisemblablement le nombre d'individus de la population. Et question de représentativité, puisque c'est souvent la question qui est posée sur la pertinence du comptage, c'est que pour le Milan noir, entre 2017 et 2023, sur 3 sites principaux des Pyrénées, on enregistre pas loin de entre 70 et 90% de la population estimée qui traverse par cet itinéraire de migration. Alors, le comptage visuel direct tel qu'on le pratique n'est pas applicable à toutes les espèces. Il faut que ça s'applique le mieux à des espèces à faible densité et à large aire de répartition, les rapaces, les cigognes, les grues. Et il a été montré que les coûts étaient moindres et qu'il y avait une plus grande réactivité de ce comptage par rapport à des changements de population que d'autres techniques. Comment on pratique Orgambideshka, c'est du 15 juillet au 15 novembre. La Pointe de Grave, c'est du 1er mars au 31 mai. C'est du lever au coucher du soleil avec un relevé minimum qui est horaire, c'est-à-dire qu'on va noter à minima les oiseaux de façon horaire. Et on va également recueillir les données météorologiques. Alors pourquoi il y avait une petite astérix? C'est qu'à Orgambideshka, en utilisant les données antérieures, on a pu montrer qu'on pouvait réduire la période d'étude pour faciliter le travail des observateurs, parce que c'est quelque chose qui est quand même extrêmement lourd en termes de suivi. Et on a aussi testé l'influence des conditions météorologiques sur les indices qu'on voulait obtenir pour, là encore, faciliter le temps, pour diminuer le temps de travail des observateurs, pour qu'ils ne passent pas la journée, quand par exemple à Orgambideshka il y a 100% de brouillard dans la journée, et ben attendre un hypothétique oiseau. Voilà, quand le vent est également trop fort, on a décidé d'arrêter. Et on est arrivé finalement à des résultats qu'on ne pouvait pas espérer au début du suivi. C'est notamment par rapport à la réponse au changement climatique des espèces qu'on observe. On a pu s'apercevoir qu'à la Pointe de Grave, on a une avancée de 4 jours de la date moyenne du passage migratoire. On s'est intéressé à la date moyenne de passage parce que c'est a priori ce qui décrit le mieux cette évolution. Alors évidemment, suivant les espèces, les variations ne sont pas les mêmes. À la Pointe de Grave, le recordman d'avancement de la date de migration, c'est la huppe faciée pour les espèces qu'on a étudiées. D'autres espèces, par contre, ont, elles, repoussé un petit peu leur date de migration. Ça nécessitera des analyses ultérieures pour essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. À Orgambideshka, on a fait le même travail. Alors, l'évolution, elle est moins importante, puisqu'on est à un peu plus de deux jours d'avancée. C'est pour les espèces transsahariennes. J'ai oublié de le dire, on s'intéresse à ces espèces-là en priorité. Donc, quand on combine les avancées de toutes les espèces, on obtient une augmentation de 2 jours. Et si vous le voyez sur la courbe de droite,
en fait, on a des espèces pour lesquelles ça ne fonctionne pas, ça nous pose question. Il y a notamment une espèce comme la cigogne noire qui, elle, a retardé ses dates de migration, alors que c'est aussi une espèce réputée transsaharienne. Donc là, on a encore du travail pour essayer de comprendre comment ça a pu fonctionner. Ensuite, autre résultat significatif, c'est ce qu'on appelle l'indice populationnel des rapaces. En anglais, on dit le Raptor Population Index. C'est issu de travaux qui ont été menés par un organisme en Amérique du Nord qui s'appelle la Hog Migration Association of North America, qui en fait regroupe tous les sites d'études de la migration à l'échelle continentale pour essayer de mieux comprendre comment fonctionne la migration à cette échelle continentale. Alors pour ce qui concerne nos résultats, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que la plupart des espèces qu'on étudie sont en augmentation sur le site d'Orgambideshka. Je précise bien sur le site d'Orgambideshka parce que des résultats qui sont valables à Orgambideshka ne sont pas valables forcément ailleurs. Je vais prendre pour exemple le Milan noir qui, sur l'ensemble de la période d'études, a une augmentation assez significative des nombres d'oiseaux cotés, mais par contre, qui sur les 10 dernières années est en baisse, alors qu'au col du Souleur, la population semble stable. Quelques pistes d'analyse maintenant rapidement sur ce sur quoi on aimerait bien travailler, c'est évaluer l'influence des variations des conditions météorologiques locales et continentales sur les indicateurs, voir pourquoi, essayer de comprendre mieux comment ça fonctionne. Étudier la réponse au changement climatique des espèces suivant les classes d'âge et les classes de sexe, parce qu'on a pu montrer que chez une espèce comme le busard des roseaux, entre les oiseaux juvéniles et les oiseaux de plus d'1 an, la réponse au changement climatique n'était pas la même. C'est-à-dire qu'a priori, c'est les juvéniles qui étaient les plus réactifs face au changement climatique. Et enfin, quelque chose qui est fondamental, qui serait de réaliser des analyses multisites à l'échelle française et continentale, donc au niveau de l'Europe, pour voir un petit peu quelles populations sont touchées par des baisses ou des hausses de population et avoir une vision plus globale que celle issue d'un seul site, qui malgré toute sa pertinence ne peut pas permettre de donner une évolution des populations sur l'ensemble de l'Europe. Et je voudrais, pour terminer, dire que c'est aussi un outil de sensibilisation et de participation citoyenne et de formation, puisque chaque année, c'est à peu près 5000 personnes qui sont sensibilisées, 450 observateurs qui participent, ce qui représente à peu près 12 équivalents temps plein pour 3 sites d'études de la migration, Orgambideshka, la Pointe de Grave et le Cap Ferret. Donc ici, je voudrais remercier l'ensemble des observateurs, la plupart qui sont des bénévoles, qui depuis 1979 se succèdent sur les différents sites que nous coordonnons, mais aussi sur l'ensemble des sites français et européens, parce que leur apport en termes de conservation et de meilleure connaissance de la migration est incalculable. Et je voudrais aussi remercier Jérémy Dupuis et Aurélien Bénard, sans qui, finalement, je ne pourrais rien vous présenter parce que moi, les statistiques, c'est pas du tout mon sujet. Merci.